Faut y aller, Dominique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau webinaire que nous vous proposons dans le cadre de la saison thématique proposée par le club Petite Ville de demain, une saison thématique qui est dédiée au sujet de la sécurité et de la tranquillité publique dans les petites villes de demain. Alors, la semaine dernière, nous avons entamé cette saison thématique avec un webinaire qui s'est tenu en présence, avec une intervention plutôt de Monsieur le ministre en charge de la ruralité, Michel Fournier. Et pour ce premier webinaire aujourd'hui, les clés pour agir, nous avons souhaité traiter avec vous, vous exposer plutôt les questions des partenariats et de l'organisation des acteurs locaux en s'appuyant notamment sur les exemples d'actions qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre des CLSPD, les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, et dans le cadre des CISPD, les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, un webinaire aujourd'hui pour vous parler de ces partenariats et de cette organisation des acteurs locaux pour aider les collectivités à agir en matière de prévention de tranquillité publique, parce que nous savons que ça participe de l'attractivité des petites villes de demain. Et pour traiter ces sujets, nous avons le plaisir d'entendre cet après-midi Virginie Malochet, qui est sociologue, qui est chargée d'études à l'Institut Paris Région, qui est chercheuse associée au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, le CESDIP, et qui travaille sur les politiques, les dispositifs et les métiers locaux de sécurité. Nous entendrons également Maxime Bayeul, qui est le coordinateur du CISPD à la communauté d'agglomération du Boulonnais dans le Pas-de-Calais. Nous entendrons également les témoignages de Rémi Guévarch, qui est le directeur général des services dans la commune PVD de Lézarques-sur-Argent, dans le Var, et Lucie Dougnac, qui est la coordinatrice du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance dans la même commune, Lézarques-sur-Argent, dans le Var. Alors, je vous propose de passer très rapidement la parole à Virginie Malochet, qui va nous aider à bien comprendre le cadre d'action des dispositifs de sécurité dans les petites villes, les cadres d'action sur lesquels on peut s'appuyer pour agir en matière de prévention et de sécurité. Madame Malochet, quelles sont les différentes modalités d'organisation des partenaires donc, qui existent à l'échelle locale? Et est-ce que vous notez une évolution du rôle des collectivités dans ce qu'on a appelé le continuum de sécurité? Oui, à l'évidence, et je vais y revenir. Merci pour l'invitation et merci pour ces questions introductives. Je voudrais quand même au préalable, pour introduire mon propos, et si c'est possible de diffuser la première slide, s'il vous plaît, euh, je voudrais donc rappeler l'importance d'objectiver le diagnostic des problèmes de délinquance et d'insécurité, si l'on veut se donner les moyens de les traiter avec raison, objectiver le diagnostic en croisant les sources disponibles, les points de vue, en s'appuyant sur les diverses données, qu'il s'agisse des statistiques officielles, de la police, de la justice, d'autres institutions, qu'il s'agisse des enquêtes en victimation, ou des remontées du terrain. Et dans l'ensemble, ça va mieux en le disant, ces données invitent tout de même à nuancer les discours sur la diffusion massive de l'insécurité à tous les territoires. À l'échelle nationale, ce qu'il ressort globalement des indicateurs officiels, s'agissant des atteintes aux biens, des vols, des cambriolages notamment, c'est une érosion dans le dernier quart de siècle. Et s'agissant des atteintes aux personnes, ce que l'on pourrait qualifier de manière générale de délinquance violente, eh bien, nous avons là des indicateurs qui restent dans des ordres de grandeur relativement modérés, en tout cas si l'on s'en tient à la France hexagonale. Et dans le même sens, les résultats des enquêtes en population générale, je vous ai mis là un graphe sur la diapo concernant les peurs exprimées par les franciliens dans le cadre de l'enquête victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France. Les résultats des enquêtes en population générale, disais-je, sur la durée, ne montrent pas d'explosion dingue des victimations, ni même d'ailleurs du sentiment d'insécurité. Donc, tout cela pour dire qu'il est évidemment nécessaire de territorialiser l'analyse quand on parle de ces sujets-là, de resituer dans le temps aussi les phénomènes du moment, et nécessaire aussi de considérer les problématiques d'insécurité comme des réalités sensibles qui interrogent nos vécus,
personnels, collectifs, nos représentations de la violence et l'évolution de nos seuils de tolérance en la matière. Ce propos liminaire étant dit, il n'en reste pas moins qu'il existe, bien sûr, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, des problèmes de tranquillité, des problèmes de sécurité, plus ou moins saillants selon les territoires, particulièrement alarmants dans certains cas, notamment dans des zones très touchées par des trafics de stupéfiants enquistés. Il y a aussi une mise en visibilité de ces problèmes, une sensibilité exacerbée, une médiatisation renforcée également. Bref, tout cela pour dire que c'est un sujet de préoccupation partagé par les populations, partagé pour les pouvoirs publics en général et notamment pour les collectivités territoriales qui sont en première ligne pour gérer ces enjeux aux échelons de proximité. Enjeux de sécurité quotidienne qui, en France comme dans la plupart des pays comparables d'ailleurs, ont suscité bien des velléités de réforme au sein des forces policières, considérant, comment le dire, les travers, les limites d'un mode de fonctionnement centré sur les interventions d'urgence, sur les interpellations, pour partie désinvesties de la voie publique et pour partie coupées des populations et de leurs préoccupations. La France n'a pas échappé à ce mouvement de réforme, confère notamment la police de proximité de la fin des années 1990 et puis d'autres dispositifs peut-être un peu moins ambitieux, mais qui ont vu le jour par la suite jusqu'à la PSQ, je ne sais pas si l'acronyme vous parle, la police de sécurité du quotidien, lancée en 2018. Voilà, sauf que, je le fais de manière un peu rapide, pardon, mais ces différentes mesures n'ont pas nécessairement produit de changement majeur dans la manière d'opérer et pas davantage d'ouverture sur la collectivité au sens large. Le besoin reste donc entier et c'est aussi ce qui explique la montée en puissance d'autres acteurs dans le champ de la sécurité. Je veux bien que nous passions à la slide suivante, s'il vous plaît. Montée en puissance d'autres acteurs dans le champ de la sécurité avec l'avènement d'une approche plus partenariale dans l'idée que la sécurité est l'affaire de tous. Bon, en France, me direz-vous, peut-être la gestion de la sécurité reste pourtant très imprégnée d'un modèle politico-administratif qui est fondé sur un État fort, avec un appareil centralisé, constitué de 2 forces nationales, la police nationale, zones urbaines pour le dire vite, la gendarmerie, zones rurales et périurbaines. Ça, c'est ce qui caractérise le modèle policier français, un modèle qui s'est imposé au siècle dernier et qui a pu conforter, dans l'imaginaire collectif, national en tout cas, l'idée que la sécurité est un domaine réservé de l'État. Mais au regard des réalités de terrain, eh bien, il faut nuancer cette image. Comme la plupart des autres pays, la France connaît un mouvement de pluralisation du policing, disent les anglo-saxons, c'est-à-dire un partage accru des activités de surveillance, de sécurisation, partage accru entre le niveau central, le niveau local, entre la sphère publique et le secteur privé également. Et dans le cas français, cela se manifeste par 3 principales tendances. Premièrement, la promotion encadrée de la participation citoyenne, notamment à travers des réseaux d'habitants référents, à travers aussi l'engagement dans les réserves opérationnelles de la police et les armées. Deuxièmement, on pourrait en dire beaucoup à ce sujet, mais je ne vais pas développer l'essor du secteur de la sécurité privée. Et troisième tendance forte qui concerne directement les petites villes de demain, c'est l'investissement accru des pouvoirs locaux, avec souvent J'en viens à la question que vous me posiez sur le rôle des collectivités territoriales dans le continuum de sécurité. Je veux bien passer à la diaporama suivante, merci beaucoup. Rôle des collectivités dans ce qu'il est convenu d'appeler le continuum de sécurité. Premier élément, tous les échelons sont mis à contribution. N'empêche que les communes restent les plus directement impliquées. Et cette implication est d'ailleurs tout à fait justifiée du point de vue du droit. C'est bien stipulé dans le code de la sécurité intérieure, le ou la maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance. Et de fait, les maires sont toujours plus mobilisés en la matière, en atteste notamment, on en reparlera rapidement,
le développement des polices municipales. Mais si les maires sont toujours par là, c'est que la dimension politiquement correcte de cette notion de continuum de sécurité, on parlait auparavant de coproduction de sécurité, la dimension politiquement correcte de ces expressions ne saurait masquer les transferts de charges, ce qui répercute aussi, évidemment, des questions budgétaires, toutes les communes n'ayant pas les mêmes moyens pour investir dans ce domaine. Donc cela peut soulever des questions d'équité, d'inégalité territoriale. Rapidement dit pour les communes. Qu'en est-il des autres niveaux de collectivité? Eh bien, à des degrés variables, elles s'engagent, elles aussi, degrés variables selon les territoires et les types d'échelons. S'agissant des intercommunalités, oui, elles ont aussi un rôle à jouer et d'un point de vue juridique, d'ailleurs, plusieurs prérogatives leur ont été attribuées. L'animation, la coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance au titre de la politique de la ville, le transfert de certains pouvoirs de police administrative spéciale qui sont attachés à des compétences transférées à l'intercommunalité. Et puis, je pense aussi aux possibilités de mutualisation des dispositifs de vidéoprotection et des agents de police municipale. Ce cadre juridique ouvre un champ d'action potentiel, en tout cas assez vaste, aux intercommunalités en matière de prévention et de sécurité. Et le constat quand même dans l'ensemble, c'est que les intercos investissent encore assez timidement ce champ-là, notamment parce que les maires peuvent se montrer quelque peu réticents à se dessaisir de la gestion directe des affaires de sécurité. Ceci étant, hein, ces sujets de tranquillité, de sécurité, de prévention de la délinquance figurent dans un nombre croissant de projets de territoire. L'intercommunalité peut alors être investie comme une échelle d'action pertinente pour porter des initiatives qui s'affranchissent des frontières communales. Pensez par exemple à des brigades de sécurisation des transports publics. Des initiatives qui permettent aussi de mettre en place des dispositifs que les communes n'auraient pas forcément, voire pas du tout, les moyens d'assumer seules, qu'il s'agisse, je ne sais pas moi, des points d'accès au droit, de police intercommunale, de dispositifs de vidéoprotection, etc. Quant aux conseils départementaux et régionaux, merci pour le passage de slide, ils peuvent également contribuer à cette coproduction de sécurité en rapport avec leurs compétences propres. Je ne développe pas. Cela étant, certains conseils départementaux, certains conseils régionaux se démarquent aussi par des politiques volontaristes qui peuvent intéresser, concerner les petites villes de demain, des politiques qui débordent les missions départementales ou régionales stricto sensu, avec des conseils qui vont se positionner comme des partenaires financeurs en soutien des villes, par exemple, pour subventionner l'équipement de police municipale, des systèmes de vidéoprotection, des actions de prévention de la délinquance, etc. Et de ce point de vue-là, on pourrait donc être tenté de penser que la suppression de la clause de compétence générale, loi NOTRe de 2015, n'a pas eu d'incidence majeure. Sauf que ce sujet reste très discuté, y compris devant les tribunaux administratifs, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une disposition a été ajoutée au début de l'été dans le projet de loi actuel qui concerne les polices municipales, qui devrait être discuté au Parlement prochainement. Disposition ajoutée pour consolider juridiquement la possibilité pour les régions, en l'occurrence, de se saisir de la compétence sécurité. Alors, je veux bien passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Cette implication accrue des pouvoirs locaux, cette diversification des acteurs de la sécurité, eh bien, cela pose, bien sûr, des questions de gouvernance, des questions de coordination, d'où la mise en place d'instances partenariales. Je pense d'abord aux CLSPD, CISPD, les conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, qui sont présidés par les maires ou les présidents d'intercommunalités et qui sont les instances de concertation. En tout cas, c'est défini comme tel pour les politiques locales en la matière. Mais je pense aussi, entre autres dispositifs, aux GLTD, les groupes locaux de traitement de la délinquance, pilotés par le procureur de la République, qui sont davantage orientés sur le renforcement de l'action judiciaire. Il peut aussi y avoir localement, en tout cas dans les zones police nationales, des GPO, des groupes de partenariat opérationnels, qui ont une vocation très opérationnelle, voilà, pour résoudre des problèmes identifiés et ciblés localement.
Il peut aussi, et ma liste n'est pas exhaustive, exister des documents écrits pour formaliser le partenariat et les engagements respectifs, notamment les stratégies territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut y avoir aussi des contrats de sécurité intégrés, État, collectivité, où chacun s'engage à mettre plus de moyens en matière de sécurité. Évidemment, les conventions de coordination entre les polices municipales et les forces de l'État sur le territoire. Bref, vous voyez, petit effet de superposition comme on les aime bien à la française. Par-delà ces effets de superposition, une remarque, il ne suffit pas, évidemment pas, d'instituer des dispositifs de ce type pour garantir l'effectivité du partenariat. La portée réelle de ces dispositifs dépend de ce que les acteurs en font. Encore faut-il les faire vivre, leur donner des contenus concrets, en correspondance avec les réalités du terrain, et ce, facile à dire d'où je vous parle, mais c'est parfois moins fluide sur le terrain, dans le respect des prérogatives et de l'autonomie de chacun. Pour clore mon propos, je vous propose un petit focus sur l'action des villes, des communes en particulier, et dans la boîte à outils des maires en la matière, eh bien, la principale vitrine, ce sont les polices municipales. Polices municipales, qui sont en réalité très diverses, hétérogènes, n'empêche que dans l'ensemble, on peut dire qu'elles se sont développées, professionnalisées, banalisées, y compris dans les petites villes et dans les zones à dominante rurale d'ailleurs. Dernier chiffre officiel, environ 28 000 policiers municipaux en France. Un tiers de cet effectif total se situe en zone gendarmerie. 28 000 policiers municipaux en France, disais-je, répartis dans grosso modo 4 500, 4 600 collectivités, communes ou interco. 2 tiers d'entre elles, 2 tiers des collectivités dotées d'un service de police municipale se situent en zone gendarmerie. À ces effectifs-là, il faudrait ajouter environ 5 000, n'importe quoi, je veux les faire grossir trop rapidement, 700 gardes champêtres, puisqu'ils relèvent eux aussi de la filière police municipale, la fonction publique territoriale. Et cela, c'est sans compter ni les ASVP, les agents de surveillance de la voie publique, les opérateurs vidéo et d'autres personnels qui peuvent comme ça venir grossir les rangs des services territoriaux de prévention sécurité. Et puis parallèlement à cette expansion, il me faudrait insister sur le processus d'encadrement juridique et d'extension des prérogatives des polices municipales. Extension des prérogatives relativement contenues, néanmoins. Jusqu'ici, on atteste les décisions du Conseil constitutionnel à 10 ans d'écart à 2 reprises. Le projet de loi police municipale du moment que j'évoquais tout à l'heure veut aller plus loin en instaurant des services de police municipale à compétences judiciaires élargies qui pourront notamment verbaliser 9 délits du quotidien à travers la procédure d'amende forfaitaire délictuelle. Je précise que ce dispositif, cette disposition-là, en tout cas telle qu'elle est formulée dans le texte à ce stade, on verra ce que les discussions parlementaires donneront, mais cette disposition-là ne vaudrait pas forcément pour les petites villes de demain, car c'est une disposition qui reste réservée aux services comptant un nombre suffisant d'encadrants. On n'a guère plus de précision pour l'instant sur ce critère, mais c'est ainsi que c'est formalisé en l'état actuel du projet de loi. S'agissant des missions des polices municipales, derrière les discours un peu convenus sur le thème de la seule vraie police de proximité, ce sont les polices municipales, eh bien l'examen des situations locales révèle là encore une grande diversité, les priorités d'action, les plages d'intervention, les modes opératoires, le niveau d'équipement, penser à l'armement notamment. Tout cela varie d'une ville à l'autre, mais globalement, une tendance assez nette se dégage. Tous les rapports officiels en attestent. Les polices municipales glissent, pour le formuler de cette manière-là, vers un modèle plus interventionniste, plus répressif, ce qui n'est pas un gros mot dans ma bouche, juste un constat factuel. Il y a comme un durcissement de l'image et l'on peut supposer que l'extension annoncée des prérogatives judiciaires viendra l'accentuer. Extension qui répond à des attentes politiques, même si le sujet divise parmi les élus locaux. Extension qui correspond aussi aux aspirations d'une grande partie des agents de police municipale, mais qui peut interroger le rôle, le positionnement de ces polices locales, avec un impact prévisible sur la nature du travail, sur le rapport au public. Non pas seulement d'ailleurs parce que le renforcement des pouvoirs serait porteur d'une orientation
plus répressive a priori, mais aussi parce que ce renforcement des pouvoirs a des implications très concrètes en termes de tâches, hein. Plus de prérogatives judiciaires, ça veut dire potentiellement plus de procédures à traiter et moins de disponibilité sur le terrain pour le travail de présence, de contact, de proximité. Donc ce sujet des compétences judiciaires soulève aussi des enjeux d'approche et de positionnement. Il me semble que c'est là la question centrale des polices municipales. Pourquoi faire? Je conclus en disant, si c'est possible, merci de passer à la slide suivante, merci beaucoup. Je conclus, en disant que, dans la boîte à outils des maires, il y a, d'autres instruments, bien entendu, d'autres leviers à mobiliser complémentairement. Je pourrais évoquer, là encore, la liste n'est pas exhaustive, tout ce qui relève du registre de la prévention situationnelle, la prévention technique de la malveillance, du travail sur l'espace, sur l'aménagement des lieux pour réduire les opportunités de passage à l'acte délinquant. Penser aux dispositifs de vidéoprotection, à tout ce qui peut relever du mobilier, des aménagements antibéliers, des contrôles d'accès, et cetera. Autre répertoire, les actions, les démarches qui relèvent de la prévention sociale de la délinquance, à promouvoir comme un axe effectif de la politique locale de sécurité et de prévention de la délinquance, hein, non pas pour dévoyer des interventions qui relèvent du travail social, mais pour en reconnaître la nécessité dans le cadre d'une approche globale. Les coordos et LSPD qui interviendront après le diraient bien mieux que moi, mais une approche globale qui doit permettre d'agir sur les causes et pas seulement de traiter les symptômes. Je pense en particulier aux dispositifs de prévention spécialisés avec une approche socio-éducative qui est tournée vers les jeunes en risque de désaffiliation sociale, mais qui peut permettre de prévenir les comportements à risque, d'éviter les basculements dans la délinquance et donc d'avoir des effets bénéfiques sur la situation de sécurité. Je pourrais aussi citer la médiation urbaine, parce qu'à travers leur présence visible, active, les médiateurs sociaux contribuent à la tranquillité publique, même si là encore ce n'est pas la finalité première de leur action, à partir d'une posture qui se veut exclusivement préventive et fondée sur le dialogue. La participation citoyenne, oui, autre levier mobilisable qu'on peut appréhender à différents niveaux sur le plan opérationnel, les dispositifs que j'évoquais tout à l'heure, le dispositif officiel dit de participation citoyenne, à ne pas confondre avec l'initiative privée voisin vigilant, la garde nationale, etc. Mais sur le plan décisionnel aussi, on peut s'interroger sur la capacité effective des citoyens à peser dans la conduite des politiques de sécurité, à agir sur la définition des priorités et à obtenir des comptes de la part des autorités. Or, en la matière, le constat, c'est quand même que les modes de gouvernement de la sécurité restent très institutionnels et laissent peu de place aux habitants. Mais localement, des initiatives intéressantes sont repérables. Peut-être dans les petites villes de demain, peut-être que c'est un axe justement à travailler pour une gestion plus démocratique de ces enjeux de sécurité. Je pense aux habitants référencés LSPD, aux conférences citoyennes de consensus, aux diagnostics en marchant, marche exploratoire et autres initiatives de ce type qui certes restent rares, qui certes présentent des limites, des travers et tout ce qu'on veut, mais qui ont le mérite de légitimer une approche plus sensible des questions de sécurité, centrée sur les attentes des habitants et sur les problèmes tels qu'ils les vivent. J'évoquais aussi sur cette diapo, et je m'arrête là, tout ce qui peut relever de la police verte, de la lutte contre la petite délinquance environnementale à l'échelle des collectivités, via par exemple la mise en place de brigades, de process dédiés. On pourra en parler éventuellement dans la discussion. Je m'arrête là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Madame Malochet pour cette présentation. Donc, vous nous avez rappelé le rôle qui peut être celui joué par les différentes collectivités, qu'il s'agisse de la commune, de l'intercommunalité, du département, de la région. Vous nous avez rappelé aussi l'existence de différentes instances locales de concertation, de partenariat, la possibilité également de signer des contrats. Vous avez rappelé aussi l'augmentation importante des chiffres de la police municipale. Peut-être peut-on ajouter aussi en complément que, cette augmentation de l'implication des collectivités dans le continuum de sécurité répond aussi à une demande croissante de nos concitoyens et que les maires, doivent aussi répondre aux interpellations, régulières de leurs habitants, qui demandent une présence plus importante dans l'espace public, de forces municipales de sécurité pour contribuer à pacifier, les relations dans l'espace public et pour contribuer à la tranquillité publique et je pense que ça explique aussi en partie,
que ce nombre de policiers municipaux continue à croître pour répondre à la demande de la population. Alors, vous avez évoqué les instances qui existent comme les contrats locaux de sécurité, les conseils locaux de sécurité et de prévention et de la délinquance. Je vous propose qu'on examine le rôle qui peut être celui joué par un conseil local intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, le CISPD, en entendant le témoignage de Maxime Bayeul, qui est coordinateur du CISPD de la communauté d'agglomération du Boulonnais, dans le Pas-de-Calais. Et c'est une intercommunalité qui comporte 3 communes petites villes de demain, les communes du Portel, de Vimille et de Saint-Martin-Boulogne. Alors, nous allons donc passer la parole à Maxime Bayeul sur le rôle de ce CISPD porté par la communauté d'agglomération du Boulonnais. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Madame Concile. Alors, je vais féliciter Madame Malochet pour son intervention et son portrait très bien dépeint des dispositifs successifs qui ont été mis en place et de cette superposition d'instances. Donc, c'est vrai que c'est une spécificité on va dire à la française. Alors donc, je vais vous présenter le CISPD. Donc, la communauté d'agglo du Boulonnais est positionnée donc tout en haut, dans les Hauts-de-France. Donc oui, effectivement. Donc, la prochaine slide, s'il vous plaît. Alors donc, l'agglo boulonnaise est composée de 22 communes pour 120 000 habitants. Alors au niveau des spécificités, donc vous pouvez voir que nous avons 7 communes qui sont en zone police et 15 communes qui sont en zone gendarmerie. Les 3 communes membres du dispositif Petite Ville de demain sont toutes les 3 en zone police nationale. Spécificité également de notre territoire, c'est nous avons une surface maritime sur la gauche donc de Wimereux jusqu'à la commune plus au nord, jusqu'à la commune de Dannes, qui est la plus au sud. En ce qui concerne donc la communauté d'agglo et le CISPD, donc comme l'a dit Madame Malochet, nous avons tous nos spécificités territoriales, un historique, et sur l'agglomération boulonnaise, il y a eu un CLS, un contrat local de sécurité qui avait été signé dans les années 2000. Suite à cela, il y a eu un CISPD qui a longtemps été en veille et qui a été réactivé en 2015. Donc avec la prise de poste, ce qui se passe ce qui s'est passé au niveau du CISPD, c'est qu'ici sur le territoire, on a vraiment une culture de partenariat. Depuis très longtemps, on travaille avec l'ensemble des partenaires sur le terrain. Donc moi, je suis positionné dans le service qui gère la politique de la ville. Donc ça peut être intéressant également au niveau des différents positionnements. C'est le choix qui a été fait sur l'agglomération boulonnaise. Alors, s'il est possible de passer à la slide suivante. Donc, le CISPD, il est doté d'une stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance qui comporte 4 priorités. Je pense qu'il n'y a rien de révolutionnaire et que plusieurs territoires ont gardé cette stratégie. Donc, une première priorité qui concerne les actions à l'attention des jeunes exposés à la violence, à la délinquance et à la lutte contre la récidive. La seconde priorité concerne la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l'aide aux victimes. En troisième priorité, nous avons l'amélioration de la tranquillité publique et la sécurité routière. Et en quatrième priorité, la prévention des phénomènes d'emprise, dont la radicalisation. Donc nous avons notre CISPD est bien évidemment doté d'un bureau et sur les différentes instances qui étaient évoquées tout à l'heure, nous avons également sur le territoire un GLTD qui est à la main de Madame la procureure, qui est bien évidemment fait partie du bureau du CISPD. Nous avons un sous-préfet également qui gère plus ou moins les GPO. Et donc au niveau de l'interco, c'est l'interco qui porte le CISPD.
Donc voilà très brièvement les 4 axes que nous avons. Donc en ce qui concerne la slide suivante, moi il me semblait important de faire vraiment un focus sur la coordination du CISPD. Car effectivement, voilà, il y a des textes, il y a des instances intercommunales, il y a des instances communales, et l'idée, c'est en fait la volonté ici, c'était vraiment de trouver la meilleure articulation possible, la meilleure efficience entre l'ensemble de ces dispositifs et au maximum de vraiment favoriser le partenariat et l'échange et l'interconnexion. Donc, le CISPD de l'agglo boulonnaise, en premier, alors les termes n'ont pas été mis au hasard, donc c'est vraiment la complémentarité. Donc, complémentarité entre l'ensemble des dispositifs. Nous avons également sur le territoire des cellules de veille communales, qui sont des instances très importantes et très intéressantes pour avoir des remontées de terrain. Et chose que voilà, sur laquelle je souhaite vraiment appuyer, c'est que entre la vision et les informations des élus et la vision et les informations des partenaires qui sont au contact du public, on a souvent un énorme décalage. Ensuite, il y a le respect. Le respect, c'est chacun a sa place dans le respect de ses prérogatives. Voilà, le respect entre les services de l'État, les services communaux et l'interco. Voilà, chacun a son rôle à jouer dans la stratégie locale, et chacun est un maillon très important. Et à partir du moment où on respecte voilà, le fonctionnement et on respecte également les techniciens, les personnes, c'est la base du partenariat. Voilà, moi je mets l'humain vraiment au centre de l'animation du CISPD. Il y a, on va dire, des rotations souvent importantes au niveau des techniciens, ou que ce soit au niveau de l'État, au niveau des collectivités. Et on voit bien que quand on va dire un commissaire de police avec qui on a mis en place de très bons contacts et on a réussi à bien travailler sur le terrain s'en va, et bien en fait il faut recommencer à zéro, reprendre son bâton de pèlerin, recréer du lien, et il en est de même à chaque fois. Donc environ tous les 3-4 ans, on est obligé de remettre en place les partenariats. Je mets également l'échange et la communication, parce que bien souvent, alors au niveau il y a eu vraiment moi ce que j'observe, c'est une scission entre les collectivités et les services de l'État. Si l'État souhaite mettre en place une action, il ne va pas forcément intégrer les collectivités, et la réponse qui va être apportée va vraiment être partielle. Elle ne sera pas globale sur le territoire et toutes les informations ne remonteront pas forcément. Et évidemment la proactivité. Alors je ne sais pas comment ça se passe forcément. Donc je vous ai dit, l'agglo boulonnaise, 22 communes, 120 000 habitants. Pour moi, on reste à taille humaine. Au niveau du CISPD, on s'attache vraiment à être au maximum sur le terrain, au contact de la population, au contact des techniciens communaux. Voilà, nous ne sommes pas l'échelon, on va dire, le plus naturel pour être au contact de la population, mais vraiment, nous, c'est quelque chose sur lequel on insiste réellement. Les prérequis. Alors, un prérequis très, très important pour moi, alors effectivement, il y a des textes qui obligent, entre guillemets, ou imposent des instances d'échange partenarial. S'il n'y a pas la volonté politique, je pense que la personne qui sera en poste de l'animation du CISPD restera pas forcément très 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 longtemps, et parce qu'il faut, entre guillemets, être accepté, montrer sa légitimité, et surtout après être écouté. Je travaille en étroite collaboration avec mes collègues des CISPD voisins, des autres intercos. Donc on a 5 intercos autour de l'agglomération boulonnaise, et voilà, on se rencontre au moins une fois par trimestre pour faire un point sur les actions, sur les problématiques. Au niveau, ce qui est intéressant également, c'est que on a un bassin. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rayonne sur plusieurs intercos. Donc en fait, il y a des liens qui se font et des passerelles qui se font naturellement. Et la dernière chose qui est pour moi très importante, c'est le binôme coordonnateur-élu qui fonctionne.
Voilà, c'est pas forcément évident, c'est loin d'être évident de temps en temps. Mais voilà, si ça ne fonctionne pas, et ben, pour moi, qu'on ait une bonne stratégie, voilà, mais s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas d'écoute entre l'un et l'autre, ça me paraît très, très compliqué. Et je souhaitais vraiment terminer sur le fait d'aller à la rencontre des acteurs pour trouver le bon interlocuteur. Ça, c'est vraiment très intéressant et très important. Et être sur le terrain aux côtés des partenaires pour permettre de proposer des actions de prévention pertinentes et innovantes. En tant que coordonnateur CISPD, moi, je me considère comme quelqu'un de généraliste. Je suis pas, voilà, je suis au même niveau que mes partenaires. Je vous ai présenté les 4 thématiques, les 4 axes, les priorités que nous avons sur notre territoire. Je suis loin d'être un spécialiste de chaque axe. Par contre, j'ai la chance sur mon territoire de travailler avec des gens qui sont compétents et qui m'apprennent également énormément. Donc, mon rôle, c'est d'être identifié et de pouvoir transmettre, entre guillemets, les bonnes informations, les bons contacts aux bonnes personnes et d'être un appui au niveau des techniciens communaux et des élus des communes. Donc voilà sur la coordination et l'animation du CISPD. Je voulais revenir là-dessus. Alors, pour la prochaine slide, oui, des actions. Je souhaitais illustrer un petit peu mon propos par des actions que nous avons sur le territoire. Alors, il y a plein de choses qui m'ont fait écho lorsque Madame Malochet a pris la parole, donc sur la participation citoyenne, enfin, ouais, il y a plein de choses. Nous, on n'intervient pas officiellement sur la participation citoyenne parce que les conventions sont tripartites entre les forces de l'ordre, la commune et la sous-préfecture. L'agglo n'apparaît pas. Par contre, on se charge de dynamiser et de mettre en place des réunions mutualisées, zone police et zone gendarmerie, au niveau de l'agglo pour faire vivre ce dispositif. Et vous le disiez très justement, Madame Malochet, ce qui est important, c'est de faire vivre. Et voilà, d'où l'important de pouvoir être sur leur terrain, d'avoir une certaine expertise et d'écouter les remontées de terrain et de réussir à faire passer les bons messages. Donc ça, c'est une petite aparté. Donc, sur la thématique des préventions des violences faites aux femmes, violences intrafamiliales et des victimes. Depuis 5 ans, nous avons un programme d'action qui s'appelle Comprendre, détecter, orienter pour sensibiliser les professionnels et les habitants à la lutte contre les violences, tout type de violences. Nous avons sur le territoire donc tout un panel de professionnels formés sur la prise en charge des victimes de violences. Mais ces professionnels travaillaient seuls dans leur coin. Et les victimes, alors je vais parler entre guillemets, passaient de chapelle en chapelle pour expliquer leur situation. Nous avons fait le pari de mettre en place une formation en réunissant l'ensemble de ces partenaires pour qu'ils aient un vécu commun et qu'ils apprennent à travailler ensemble. C'est ce que nous avons réussi à faire. Et aujourd'hui, nous avons un réseau de prise en charge local qui est qui fonctionne vraiment très bien, qui est très réactif. Et une fois que ce réseau a été créé, nous avons créé cette plaquette donc qui s'appelle Stop Violence et qui, dans un premier temps, était destinée à l'ensemble des professionnels publics ou privés qui sont au contact du public, qui reprend en fait les numéros d'appel de prise en charge des victimes, forcément nationaux, mais également les structures locales. Et nous avons la chance également d'avoir 2 intervenantes sociales, une en gendarmerie et une en police sur le territoire. Et en fait, ce sont nos 2 clés d'entrée pour la prise en charge des victimes. N'importe quel technicien communal ou agent de l'État, lorsqu'il a une victime devant lui, n'a pas à se poser de questions, il contacte directement les intervenantes sociales, qui elles, après, refont la dispatch en fonction de la thématique. Si on a un professionnel qui est sensibilisé à la prise en charge des victimes de violences et qui détecte immédiatement qu'on a un problème de logement ou un problème médical, il pourra directement orienter vers l'UMJ. Et voilà. Mais en tout cas, on a créé cette plaquette de manière à ce que on puisse aider les professionnels qui se trouvent face au public, qui détectent des situations et qui ne savent pas que faire de l'information et vers qui orienter. Donc une fois qu'on a créé cette plaquette, on s'est dit ce réseau, il faut le faire connaître. Donc on a organisé des sensibilisations qu'on a appelées Comprendre, détecter, orienter. Et le but n'était pas de faire des agents du territoire des spécialistes des violences conjugales, mais de
leur permettre de comprendre ce que sont les violences, les signaux faibles, comment on les détecte et vers qui on oriente. Voilà. Donc nous avons réalisé en 2 ans environ une quinzaine de sessions de sensibilisation et on a plus de 1500 professionnels sur le territoire qui sont formés et qui sont sensibilisés aux violences. Donc voilà, c'est une des actions qui a été portée et coproduite au sein du CISPD avec l'ensemble des partenaires. Et les agents des 22 communes de l'agglomération, que ce soit les policiers municipaux, que ce soit les agents d'accueil, que ce soit les agents des bibliothèques, que ce soit les gardiens d'immeubles, tout le monde a été convié à l'ensemble de ces sensibilisations. Dans le prolongement, et pour faire connaître ce réseau de professionnels, nous avons eu des remontées sur excusez-moi, je n'ai pas trouvé le terme, la soumission chimique. Sur la soumission chimique, et nous avons trouvé un nouvel outil. Donc en fait, c'est les capuchons qui sont en photo, capuchons de Drinkwatch. Et on s'est dit, bon voilà, on va, avec les professionnels du réseau, l'agglo va financer l'achat de 6000 capuchons de verre en silicone et on va les distribuer dans les bars à thème de l'agglomération. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour avoir un contact direct avec le personnel des bars, sensibiliser, mettre à disposition du public. Et ensuite, une fois que ces capuchons de verre ont été mis à disposition, nous avons organisé toute une session de sensibilisation pour la lutte contre la soumission chimique. Donc là, opéré avec la médecin légiste de l'unité médico-judiciaire et un commandant de police. Donc voilà. Et à chaque fois, en fait, on a ce principe de créer un outil et de sensibiliser après et de faire connaître. Donc voilà pour un exemple sur les violences conjugales, violences intrafamiliales. Sur la slide suivante, on a un gros volet sur la sécurité routière, où nous mettons en place des actions pour tous les âges, aussi bien les élèves de primaire, où on travaille avec l'éducation nationale, les collèges. Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a une action qui s'appelle les seniors au volant pour les personnes qui ont plus de 40 ans de permis de conduire. Donc, ils sont aujourd'hui à la CAB, donc à l'agglo. Ce matin, ils ont pu bénéficier d'une conférence en lien avec l'association Prévention routière sur la conduite et des rappels sur les règles de conduite, les règles de la route. Et cet après-midi, gratuitement, ils peuvent avoir accès à des tests visuels, des tests auditifs, et ils ont droit également à un audit de conduite. Donc pendant une petite demi-heure, ils partent avec un moniteur auto-école dans un véhicule pour se remettre en situation et se rassurer sur leur conduite. Donc voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui même. Et l'action sur nous sommes en train de mettre en place, qui s'appelle Bien Vu, sur novembre et décembre. Donc ça traite de la visibilité des usagers dans l'espace public en conditions de faible luminosité. Donc là, même constat, des remontées de terrain avec l'apparition des trottinettes électriques, où chacun était d'accord pour dire les trottinettistes sont habillés en noir, ils roulent n'importe comment, on ne les voit pas. Dont acte. Par contre, nous avons mis en place cette action qui ne stigmatise personne. Le but était de dire, lorsqu'on est dans l'espace public, on est tous responsables de sa sécurité et responsables de sa visibilité. Donc, autant les automobilistes, qui, lorsqu'il fait noir, doivent avoir les 2 feux qui fonctionnent, que la personne qui fait son jogging, se déplace en vélo, en trottinette, ou va au marché ou fait ses courses. Donc, on a bâti ce programme Bien Vu, donc avec un pilotage CAB au sein du CISPD, et en partenariat, la sous-préfecture, le tribunal judiciaire, les forces de sécurité intérieure, l'éducation nationale, le transporteur urbain, les polices municipales, les centres sociaux. Et maintenant, nous intervenons même dans les entreprises locales sur une zone industrielle où on a énormément de salariés qui se déplacent en vélo ou en trottinette lorsqu'ils font les postes. Donc, je vous ai mis quelques illustrations. Et dans la gradation de ce projet, en lien avec le tribunal judiciaire et le procureur, nous réalisons des contrôles préventifs sur les véhicules motorisés. Donc, c'est illustré. Et les personnes dont l'éclairage est défaillant, avec accord du procureur, ne sont pas verbalisées. Par contre, elles ont obligation de faire réparer le véhicule dans un délai de 10 jours et de se représenter soit en gendarmerie, soit en police.
Donc ça, c'est notre premier volet de prévention. Ensuite, nous travaillons avec l'ensemble des collèges et des lycées du territoire où nous distribuons alors, du matériel qui s'appelle de la réflexite. Ce sont des bandes autocollantes rétro-réfléchissantes de la même matière que les panneaux de signalisation. Et en fait, cette matière a un pouvoir vraiment réfléchissant très, très important. Donc, vous pouvez voir sur les illustrations, ça se met sur les cadres de vélo, les cadres de trottinette, les casques, mais en fait, maintenant, on travaille sur les événements sportifs, sur les équipements des joggers, sur les poussettes. Donc, en fait, on a développé tout un panel d'interventions à destination de la population en lien avec les polices municipales, les services des sports, les services jeunesse, les centres sociaux pour toucher le maximum d'habitants sur l'agglomération et qu'ils soient plus visibles. Donc voilà un petit peu. Et après, donc, on a des actions avec le transporteur urbain où en gare routière, pendant 2 heures, on va aller à la rencontre de la population et leur distribuer du matériel réfléchissant. Voilà. Ici, on a eu un développement du multimodal où les habitants quittent leur domicile en trottinette, ils utilisent la trottinette pour aller à l'arrêt de bus, montent dans le bus avec la trottinette et redescendent en gare routière et terminent le trajet en trottinette. Donc voilà, donc on fait vraiment des actions pour sensibiliser le plus grand nombre et faire prendre conscience. Donc voilà un petit peu sur les exemples que je pouvais mettre en place, enfin illustrer pour le CISPD de l'agglomération boulonnaise, mais vraiment c'est cette culture du partenariat qui est vraiment très importante, et j'insisterai vraiment sur le fait que c'est une question de personnes. Si ici on a la chance d'avoir des personnes très bien qui succèdent sur le territoire, et il y a également la volonté politique et le binôme. Et après, il faut être écouté, avoir les idées et que ça soit mis en place. Donc voilà pour mon intervention. Je vous remercie de Merci. m'avoir écouté. Merci beaucoup, Maxime Bailleul, pour cette présentation de ce qui peut être fait au niveau des communes, petites villes de demain, dans une approche intercommunale, comme ce qui est porté par le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance dans le Boulonnais. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est de montrer que, au-delà d'être une instance de partenariat, une instance de concertation, le CISPD dans le Boulonnais est bien une instance qui pilote les actions de manière très, très opérationnelle. Vous nous avez parlé des intervenantes sociales, vous nous avez présenté le programme d'action de lutte contre les violences, les actions en matière de sécurité routière. On est vraiment dans un programme d'action qui permet d'agir sur la prévention et la tranquillité publique. Après cette approche intercommunale, je vous propose qu'on écoute le témoignage de M. Guyavarch et de Mme Douniac pour la commune de Lézarques-sur-Argent. Ils vont nous parler de leur stratégie locale partenariale avec la gendarmerie dans le cadre du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Oui, bonjour à tous et merci pour ces premières interventions. Donc, on va essayer de s'inscrire finalement dans une démarche un peu complémentaire des précédentes interventions. Donc, on vous fait basculer dans le sud de la France après cette revue de projet très détaillée dans le nord de la France. Donc, on va essayer de prendre un autre prisme finalement, puisque on va éviter les redites et éventuellement de vous représenter des actions qui viennent déjà d'être présentées et peut-être de faire un focus un peu plus précis sur un CLSPD tout jeune finalement, puisqu'il a été mis en place en 2025, qui est un peu l'aboutissement aussi d'un certain nombre d'actions qui avaient déjà été mises en place et qui appelait finalement une meilleure coordination et d'où la mise en place de ce CLSPD finalement qui a été pour nous l'aboutissement de la mise en place de cette instance de concertation. Alors, un premier, juste un portrait de la commune, si on peut revenir sur la première slide, voilà, pour contextualiser un tout petit peu. Donc, on est sur une commune rurale de moins de 8000 habitants, avec une croissance démographique assez dynamique, dans un EPCI de 150 000 habitants, dont la ville-centre Draguignan fait autour de 40 000 habitants. On est à une demi-heure de la mer, on est à une demi-heure de Toulon à peu près. Donc, une ville dynamique, mais une composante assez rurale.
Donc finalement, sur le diagnostic qui a été fait en 2020 sur la commune, au niveau sécuritaire, c'était comme sur beaucoup de communes à la sortie de la crise sanitaire, une forte hausse finalement des violences intrafamiliales constatées par les services étatiques et puis par nos services sociaux également. Donc avec quand même pas mal d'indicateurs assez marqués. Le développement finalement d'une violence de primo-délinquants qu'on ne connaissait pas sur le village. Voilà, on est à moins de 8000 habitants, donc on appelle encore ça un village chez nous. La création, finalement, le regroupement d'individus sous forme de groupes qui commencent à vampiriser un peu le domaine public, qui basculent petit à petit dans de la délinquance, souvent rattachés à du deal de stupéfiants. Et au cours de l'année 2021-2022, des rixes quand même qui se passent en pleine journée sur le domaine public. Et ça, c'est des événements, des phénomènes qu'on ne connaissait absolument pas sur la commune. Donc, dans le contexte finalement local, dans les discussions qu'on pouvait avoir à l'époque avec les services de gendarmerie, la commune n'était pas justement identifiée comme une commune à risque avec des problèmes récurrents. Et donc, historiquement et traditionnellement, les forces d'intervention étaient plutôt dévolues finalement sur des communes voisines sur lesquelles la délinquance était déjà installée. Donc, dès 2020-2021, on a commencé effectivement à aussi installer une nouvelle discussion avec les services de gendarmerie et le procureur pour finalement déjà faire apparaître et remonter ces nouvelles problématiques-là, mieux les identifier collectivement, et puis essayer de redéployer finalement des équipes d'intervention de la gendarmerie qui n'avaient pas pour habitude de venir trop sur notre commune et notamment de manière préventive. Voilà. Donc, ce qu'on a senti aussi finalement, c'est que, comme le disait Madame Malochet tout à l'heure, il y a beaucoup de dispositifs existants. Les résultats, on les obtient aussi finalement dans la manière dont on fait vivre ces dispositifs-là. Et dès 2020, on a senti qu'effectivement, il nous manquait peut-être un outil, un peu de coordination et de discussion dans la durée, dans la pérennité avec le parquet, avec les forces de gendarmerie, avec le réseau d'acteurs sociaux pour finalement établir une construction collective du traitement de ces problèmes-là. On est sur un territoire, mais comme tant d'autres, où aussi, dès 2020, on a eu quand même un renforcement de signaux de radicalisation, donc par différents secteurs, que ce soit des associations sportives, des signalements d'administrés, également quelques interventions des directeurs des écoles auprès de la mairie pour faire quelques signalements. Bon. Donc, on avait voilà, finalement un contexte sécuritaire qui s'est installé, multifactoriel, auquel la commune n'était pas forcément habituée et finalement qu'il a fallu traiter et donc réfléchir déjà à comment on allait traiter tout ça et puis se mettre en ordre de marche. Après discussion, finalement, avec la nouvelle mandature en 2020, voilà, il a été décidé quelques grands axes de travail. La mise en place d'un CLSPD qui était inexistant sur la commune, le renforcement de moyens sécuritaires, la consolidation de la prise en charge des vifs, des violences intrafamiliales et puis le développement de la prévention de la radicalisation. Donc, je vais passer la parole ensuite à Madame Lucie Dougna qui est donc partiellement coordinatrice du CLSPD, puisque ce qu'on veut aussi mettre en avant finalement que on a réglé une grande partie de ces problèmes-là, on y travaille encore. Ça n'a pas été réglé avec une débauche de moyens financiers, humains et matériels. Ça a surtout été le fruit d'une réorganisation, de la mise en place d'un travail collaboratif un peu plus poussé avec les divers intervenants. Donc aujourd'hui, Lucie Dognac, elle est finalement à 10% peut-être de son temps de travail dévolu à la coordination du CLSPD. Elle a en charge à côté de ça tout le pôle petite enfance et jeunesse. Et finalement, l'animation du CLSPD,
c'est effectivement aussi pas forcément beaucoup de moyens financiers, mais ça reste une instance importante pour justement réunir tous les acteurs qui travaillent déjà sur ce travail-là sur le terrain, hein. C'est ce que mettait en avant M. Bailleul. Et par contre, cette instance de coordination, elle vise peut-être à optimiser le temps qu'on y consacre, justement, et faire en sorte que toutes les énergies et toutes les synergies aillent dans le bon sens. Voilà. Donc, je vais lui laisser vous dérouler un peu ce qui a été mis en place dans le CLSPD, sachant que finalement, il a été officiellement créé en 2025, mais qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été mises en place dès 2021 pour essayer de juguler les problèmes qu'on pouvait rencontrer sur le territoire. Que tout ça, ça a été sanctuarisé dans le cadre du CLSPD, et que de même, ça créera quand même une feuille de route qu'il faudra traiter dans la durée, enrichir au fil du temps, et puis adapter en fonction de ce qui sera vu sur le terrain. Voilà. Bonjour, du coup, je complète. Donc on a créé le CLSPD cette année en février 2025. Pour l'instant, on a ciblé 4 thématiques de travail. Donc sport et culture, jeunesse et éducation, violence intrafamiliale et tranquillité publique. Et donc ce sont les actions de ces différents axes qu'on va vous présenter. En termes de violence intrafamiliale, le diagnostic initial, donc il y avait déjà des signalements faits par le CCS. Ça pouvait être aussi des IP, des informations préoccupantes. Donc on en a fait 11 en 2024 et 16 en 2025. En parallèle de tout ça, on a à la mairie un logement d'urgence communal qui n'est géré que par nous, on ne l'a pas intégré au SIAO. Donc on a vraiment la main dessus. On s'en est servi pour des mises à l'abri pour 29 nuits en 2024 et 5 en 2025. Donc après, il y a une réflexion à un niveau d'agglomération parce que plusieurs communes ont ces logements d'urgence aussi, chacune à leur main. Et l'idée, ça peut être aussi de délocaliser les mises à l'abri et de les mettre dans des communes alentours pour éloigner un peu la victime de l'agresseur. Ce qu'on voyait en tout cas dans tout ça, c'est qu'il y avait un manque de coordination dans nos services, notamment entre le CCS et l'APM, que ce soit lors de la prise en charge ou pour les signalements. Donc ce qu'on a fait au moment de la création du CLSPD, c'est de faire appel au CIDFF. Donc c'est une association nationale qui est reconnue sur tout ce qui est violence intrafamiliale. On a donc formé 11 agents de la mairie sur une prise en charge de premier niveau des violences intrafamiliales, comment réagir, comment détecter, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Donc suite à cette formation, on a pu mettre en place une procédure interne sur cet accueil-là, comment on recueille l'information, l'évaluation du danger, l'orientation en interne et les alertes extérieures à faire. Et en complément, on a mis aussi une autre procédure interne sur l'activation de l'hébergement de logements d'urgence. Le problème qu'on avait, c'était surtout en dehors de l'ouverture du CCS, donc le soir et les week-ends, lorsque la PM se retrouvait seule. La PM ne savait pas tellement encore comment faire. Donc avec cette formation et ces procédures, on arrive à mieux faire un travail complémentaire sur ces sujets-là. Ensuite, sur l'axe sport et jeunesse, on a pu profiter d'une formation valeurs de la République et laïcité, mise en place par la préfecture. Et donc, on a 2 encadrants sportifs de l'association de foot communale qui ont pu y participer. Et en fait, ça fait suite à des signalements et des remontées d'infos de leur part alors sans aller sur de la radicalisation en tant que telle, mais en tout cas sur des comportements qui pouvaient y laisser penser. On a eu donc un agent de la police municipale qui a été formé complètement à cette notion de radicalisation. Et en parallèle, alors en dehors de la radicalisation, sur tout ce qui est jeunesse, on a aussi des interventions de prévention par la police municipale au CFA, donc le centre de formation des apprentis qui est sur la commune, qui font des actions de prévention sur les stupéfiants, l'alcool, le code de la route, sur comment on sort avec les scouts, comment on se gare, etc. Et les dépôts sauvages, des problématiques locales qu'on peut voir aux abords de l'établissement. On a la PM aussi qui a mis en place des actions de prévention routière dans les écoles, donc sur le niveau élémentaire. On a pu délivrer 75 permis piétons pour les plus jeunes et 100 permis savoir rouler à vélo. Donc pareil, c'est pour en prévention des comportements
potentiellement dangereux sur la voie publique et aussi pour qu'ils puissent se protéger des comportements des autres. Toujours sur la jeunesse, on a mis en place en ce moment là qui se déroule un théâtre forum, un projet théâtre forum donc de septembre à novembre au collège. On a 16 collégiens, 8 filles, 8 garçons qui se sont portés volontaires pour donc du niveau de 4e pour travailler sur la thématique de l'égalité, les relations filles-garçons, les stéréotypes, le cyberharcèlement. Et donc là, ils créent en fait des scénettes avec une troupe locale de théâtre. Et en fait, le principe du théâtre forum, c'est pas des scènes finies, c'est-à-dire qu'on expose un problème dans la scène, et ensuite il y a une interaction avec le public pour trouver une solution et pour corriger les comportements qu'on a vus dans la scène. Et donc, on fait une représentation de tout ce travail mardi prochain, donc dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En parallèle, il y a eu tout un travail avec les établissements scolaires qui nous faisaient remonter des problématiques de parentalité et eux-mêmes les relations qu'ils ont avec les parents, de la défiance, un manque de confiance dans les institutions. Donc on a choisi en mairie de réactiver les rappels à l'ordre. On a mis en place une fiche navette entre les établissements et la mairie pour que les établissements aient un discours commun avec la mairie qui, parfois, l'échelon local de la mairie porte plus loin que le discours de l'établissement. Et donc, on a choisi, on a des rappels à l'ordre, on n'a pas de conseil de droit et devoir des familles. Pour l'instant, c'est un choix qu'on a fait parce qu'on se sert aussi des rappels à l'ordre pour dialoguer avec les familles, déjà dans ce cadre-là. Et je redonne la parole du coup à Monsieur Gavarche. Voilà, sur le volet sécuritaire, donc peut-être revenir un peu en détail finalement sur la coordination qui a été mise en place avec la gendarmerie. On le disait, on était une commune finalement qui passait un peu sous les radars des services d'intervention de la gendarmerie et on s'en félicitait puisque ça voulait dire que la commune était plutôt calme. Voilà, post-2020, avec le diagnostic sécuritaire qui a pu être établi, on avait aussi besoin de travailler différemment. Le continuum de sécurité, c'est malheureusement des moyens qu'il faut arbitrer. Et côté gendarmerie, finalement, on considérait qu'ils étaient finalement plus assez présents sur la commune et donc inévitablement la PM était dévolue à boucher les trous dans la raquette. Et en 2020, donc on a décidé de réorganiser et de redéfinir les missions prioritaires de la police municipale. Donc j'y reviendrai un tout petit peu en détail par ailleurs, mais ça sous-tendait que derrière, la coordination avec la gendarmerie puisse s'établir, finalement que la gendarmerie reprenne aussi ses prérogatives qui avaient été petit à petit finalement transférées sur un certain nombre de missions à la police municipale. Je m'arrête un peu sur ce point-là parce que finalement c'est beaucoup de relations humaines tout ça, c'est-à-dire que quand on rencontre le procureur, quand on rencontre le commandant de compagnie, mais effectivement il faut réussir à construire un projet local commun qui prennent en compte les difficultés de moyens des uns, les priorités des autres. Donc, ça a été une petite année de travail, on va le résumer comme ça, pour faire émerger finalement la vraie problématique sécuritaire de la commune, qu'elle soit réellement identifiée, comprise et prise en compte par le parquet finalement et la gendarmerie. Et donc, on a pu décider finalement, à partir de 2022-2023 à peu près, de réellement réorienter nos brigades vers une mission de police de proximité. Alors bon, ce terme-là, il est très galvaudé, on y retrouve beaucoup de choses, donc je vais essayer d'y mettre un peu de concret sur en tout cas ce que nous on a mis en place. Ça veut dire qu'on a restructuré nos équipes, donc on a remplacé des ASVP et des gardes champêtres par des vrais brigadiers finalement pour reconstituer des trios d'intervention pour pouvoir élargir les plages d'intervention et couvrir en matière de plage horaire la commune sur des plages beaucoup plus grandes. Ça, c'était le premier point. Donc ça s'est fait grâce à des départs spontanés et puis à des réorientations de carrière. Et puis on a finalement, dans la définition des priorités qui étaient celles de la police, on les a remises à pied, on les a remis sur des VTT,
on a créé des patrouilles d'îlotage. Donc, c'est-à-dire qu'on a sectorisé la commune en 9 secteurs avec l'obligation sur 12 mois finalement de rentrer, de passer sur chacun des 9 secteurs et puis d'aller au contact de tous les riverains pour être finalement à l'écoute de tous les signaux faibles et de pouvoir construire comme ça collectivement déjà une meilleure écoute et peut-être une meilleure prise en charge finalement du petit problème avant qu'il ne devienne un gros problème. Cette présence terrain, finalement, elle a aussi permis quand même de remaîtriser le domaine public, hein, puisque je le disais en introduction tout à l'heure, on avait un petit groupe, hein, puisqu'ils étaient une dizaine ou une vingtaine de primo-délinquants qui vraiment vampirisaient le domaine public. Mais quand je dis domaine public, c'était vraiment la place du village, hein, celle devant la mairie, entre les commerçants. Donc, et c'était vraiment un problème de tranquillité. Et donc, en renforçant finalement la présence pédestre et en patrouille VTT, ça a permis quand même de rééquilibrer ça. La discussion avec la gendarmerie a permis également donc, de remobiliser les équipes d'intervention, donc le SPIG et autres, qui fait que à la demande, finalement, on avait une bien meilleure réactivité de la part des équipes de gendarmerie pour venir traiter des problèmes. Et c'est tous ces petites interventions-là qui, au fil des mois, ont permis finalement de retrouver une véritable tranquillité sur le cœur du centre-ville. Sur l'ensemble des solutions, Madame Malochet l'a rapidement évoqué tout à l'heure, on a également fait le parti d'investir la mission environnementale. Le quotidien des riverains et des habitants, c'est aussi la propreté. Effectivement, on a une recrudescence nous, de dépôts sauvages comme dans beaucoup de villes. Et donc, au sein de la police municipale, il y a un agent qui a été dévolu finalement à créer une véritable mission autour du traitement avec beaucoup plus de fermeté et de réactivité de l'ensemble de ce dépôt sauvage-là. Et donc, avec la création d'amendes administratives, la mise en place de caméras mobiles, enfin tout un certain nombre de dispositifs comme ça, qui a permis finalement d'être beaucoup plus présent au plus près de chacune des infractions qui étaient créées. Et ça a permis quand même assez rapidement diminuer l'impact de ces infractions-là. Voilà. La coopération de la gendarmerie, donc sur les moyens matériels et financiers, ça c'est aussi passé par un plan quinquennal de modernisation de notre système de vidéosurveillance qui est interconnecté avec la gendarmerie pour la mise à disposition des images pour les forces étatiques au besoin. Donc, c'est un ensemble d'actions, de petites actions, j'ai envie de dire, mais qui ont permis, en coordination avec les services de l'État, que ce soit côté justice ou côté gendarmerie, d'être beaucoup plus réactifs, d'être peut-être plus proportionnés aussi dans nos différentes interventions, avec les rappels à l'ordre, avec les amendes administratives, donc pour effectivement éviter aussi de tout faire rentrer dans le tunnel judiciaire qui n'est pas forcément la bonne réponse à tout. Mais sur cet axe sécuritaire, finalement, ça a permis comme ça d'être beaucoup plus réactif, beaucoup plus présent et d'apporter une véritable réponse avec des résultats vraiment concrets en quelques années. On voulait finir notre intervention, et ça a été également évoqué par Madame Malochet, finalement sur les différents outils qui sont à notre disposition, et on profitait du micro qui nous était donné aujourd'hui pour mettre en avant que on a voulu travailler, nous, sur la prévention situationnelle avec les services de gendarmerie. Voilà, on voulait mettre en lumière, effectivement, aujourd'hui, on pense à un manque d'ingénierie de ce côté-là dans les équipes étatiques, finalement, où il n'y a pas de référent, ni côté parquet, ni côté gendarmerie. Et donc, cette prévention situationnelle, dont les communes pourraient finalement s'approprier, parce qu'ils sont amenés à travailler, notamment dans le programme PVD, sur de la rénovation urbaine, sur de la réflexion à l'échelle des PLU, des SCOT. C'est une dimension qui est très peu développée finalement, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a très peu de référents ou pas de référents. En tout cas, on parle pour la situation du Var. Je ne sais pas ce qu'il en est à l'échelle nationale, mais aujourd'hui nous c'est resté lettre morte finalement pour essayer de mobiliser des interlocuteurs là-dessus. Donc c'est peut-être le rôle de la NCT
d'identifier aussi ce manque-là et d'essayer d'appuyer les petites villes du programme, finalement, mise à disposition d'ingénierie autour de cette question-là qui, certes, est bien moins visible que des résultats à l'échelle de 2 ou 3 ans, mais qui permettent d'inscrire finalement des résultats au titre de la prévention à moyen terme et à long terme. Voilà pour l'intervention des ARC. Merci beaucoup, Monsieur Guavart et Madame Douniac, pour la présentation des nombreuses actions que vous menez avec le le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans votre commune, les Arcs sur Argens. Alors, je précise que sur la prévention situationnelle, cela fera l'objet d'un prochain webinaire dans le cadre de notre saison thématique sur la sécurité et la tranquillité publique dans les petites villes de demain. Effectivement, il y a des communes, petites villes de demain qui ont commencé à bien travailler sur ce sujet. Nous y reviendrons avec des experts. Donc, nous vous invitons à regarder nos prochains webinaires. Avant de conclure, quand même, insister sur l'intérêt des actions que vous avez pu mettre en œuvre dans votre commune en agissant pour augmenter la tranquillité dans l'espace public, pour augmenter tout simplement la présence de personnes, enfin, d'agents communaux dans l'espace public. Tout ça contribue à améliorer le sentiment de sécurité et ça contribue surtout à améliorer et à réduire les petits actes d'incivilité qui ne sont pas vraiment des phénomènes de délinquance, mais qui contribuent à donner ce sentiment d'insécurité. Donc, vous avez tout à fait indiqué clairement comment ces actions locales permettaient d'agir pour tranquilliser et sécuriser l'espace public et tout simplement pour répondre aux attentes des citoyens. C'était vraiment très intéressant. Donc, un grand merci à nos intervenants pour leurs propos clairs, très instructifs. Merci aussi à l'équipe Petite Ville de demain et à nos partenaires qui nous ont accompagnés et qui continueront à nous accompagner dans cette saison thématique sur la tranquillité et la sécurité publique. Alors, tous nos webinaires sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube et vous pouvez également retrouver les supports de présentation qui ont été utilisés par les intervenants. Vous pouvez les retrouver sur notre plateforme Resana, qui est ouverte aux chefs de projet Petite Ville de demain et aux services de l'État. Et surtout, je veux vous donner un prochain rendez-vous, un rendez-vous important. Mardi prochain, nous serons le 25 novembre et nous organisons un nouveau webinaire des clés pour agir et nous parlerons des méthodes de programmation urbaine et des aménités urbaines qui vont permettre de construire un cadre de vie sécurisant. Et nous évoquerons justement avec 2 chercheurs spécialistes les liens entre les aménagements urbains et le trafic de stupéfiants. Nous aurons les interventions de Nasser Lalam et de Bertrand Vallée et de 2 communes petites villes de demain, la commune de Murat et la commune de Pont-l'Évêque. Et nous parlerons notamment avec la commune de Pont-l'Évêque de la manière dont on peut agir pour améliorer la lisibilité de l'espace public en gérant les nombreux déchets sauvages qui peuvent parfois beaucoup perturber la tranquillité publique dans nos communes. Donc, ce sera une expérience tout à fait intéressante qui vous sera présentée le 25 novembre prochain dans notre nouveau webinaire de la saison thématique qui est proposé par le club Petite Ville de demain. Un grand merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour poursuivre notre réflexion sur la sécurité et la tranquillité publique dans les communes Petites Villes de demain. Au revoir.